Ça, c'est une grande réflexion dans les traditions. Alors ça, souvent, c'est des gens qu'on associe à la droite, mais à tort, libertarienne ou néolibérale même, chez Hayek, chez Nozick, qui disent qu'en fait, la condition pour faire un État juste, c'est que les États autorisent le droit de sortie. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces deux auteurs dont parle Geoffroy de La Gannerie dans cet extrait, je me permets de faire un petit récapitulatif. Le premier, Friedrich von Hayek, est un économiste et philosophe politique autrichien du XXe siècle, considéré par ses détracteurs comme un des pères du néolibéralisme. Je me réfère très régulièrement à ces textes dans mes vidéos, pour montrer qu'il est mal perçu par une bonne partie du public. Le second, Robert Nozick, est un philosophe libertarien, lui aussi du XXe siècle, connu pour son opposition farouche à John Rawls avec l'écriture de son livre Anarchie, État et Utopie. Geoffroy de La Gannerie considère ces deux penseurs, un économiste de l'école autrichienne et un libertarien américain, comme étant placés à tort comme à droite. Est-ce que cela le rend confus ou pire de droite lui-même? Comment peut-il dire que des auteurs tels qu'Hayek et Nozick ne sont pas de droite? Peut-il discerner le militant Geoffroy de La Gannerie, que vous avez peut-être déjà vu en interview, de l'intellectuel beaucoup plus mesuré et réfléchi? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à ces questions grâce à son livre écrit en 2012, La dernière leçon de Michel Foucault, sur le néolibéralisme, la théorie et la politique. Le livre de Geoffroy de La Gannerie, La dernière leçon de Michel Foucault, essaye de réhabiliter le cours de Michel Foucault le plus controversé donné au Collège de France, Naissance de la biopolitique, que j'ai d'ailleurs résumé du mieux possible dans une série de podcasts disponibles sur la chaîne. Si je l'ai fait, c'est autant pour parler de libéralisme, de son histoire et de son évolution, que pour légitimer Foucault auprès des libéraux. Quant à La Gannerie, son essai de 2012 sert davantage à réhabiliter Foucault aux yeux de la gauche et replacer son analyse du libéralisme dans le cadre des théories critiques. Si ce cours au Collège de France a été si controversé, c'est parce que Michel Foucault ne s'est pas montré critique du libéralisme et du néolibéralisme, là où il n'épargne pas le socialisme et le marxisme. La gauche, à l'époque, se demandait alors, comme La Gannerie le souligne, « Et si Foucault, à la fin de sa vie, était en train de devenir libéral, ce cours ne manifesterait-il pas qu'il commençait de s'engager à partir du début des années 1980 sur une mauvaise pente? Aussi dérangeant que ce constat puisse paraître, ne faudrait-il pas se rendre à l'évidence que l'auteur de Surveiller et punir, ce personnage pourtant central de la gauche radicale de l'après-mai 68, était, à la veille de sa mort, sur le point de mal tourner et de se droitiser, comme ce sera d'ailleurs le cas pour nombre de ses disciples à l'époque. Mais pour La Gannerie, la controverse est beaucoup plus subtile que ça, et si ce cours a autant dérangé, c'est parce que Michel Foucault a osé faire une transgression inscrite dans le champ intellectuel, particulièrement en France. Il a cherché à dépasser, et même à casser le mur intellectuel qui sépare l'espace théorique qui serait légitime de la philosophie politique néolibérale. Dans cet espace théorique légitime et dominant, les penseurs néolibéraux ne méritent pas de prendre la peine d'être lus, et encore moins d'être cités, excepté en tant qu'ennemis ou idéologues. Ils ne constituent en rien des références acceptables et sont à considérer comme dangereux et réactionnaires. Ils sont les adversaires philosophiques numéro 1. Et Michel Foucault, en refusant cette frontière et en prenant au sérieux cette école philosophique, a bouleversé la norme intellectuelle dominante, en particulier chez les intellectuels des théories critiques, pour qui cette norme était un absolu. Foucault a mis en question un réflexe fortement enraciné dans l'espace de la gauche. C'est la raison pour laquelle il a été perçu comme se droitisant, ou en tout cas comme s'éloignant de cette famille de pensée. Remis dans son contexte historique, cette perception d'une droitisation de Michel Foucault n'est pas surprenante, car les néolibéraux ont beaucoup plus soutenu la droite que la gauche. En effet, ils ont presque exclusivement eu de l'influence sur des gouvernements conservateurs comme celui de Reagan ou Thatcher. L'école néolibérale a également toujours été critique des idées classiques de la pensée de gauche, comme le keynésianisme, le marxisme, le communisme, le socialisme, ou plus généralement toutes les idées interventionnistes à vocation sociale. Elle rejette profondément le marxisme, qu'elle considère comme une idéologie nécessairement totalitaire, en opposition à la gauche intellectuelle, qui considère les expériences communistes comme des erreurs ou des trahisons de la doctrine. Mais ce jugement du marxisme n'est pas des plus originales et ne reflète pas la complexité de l'apport de la philosophie néolibérale au débat. En fait, la spécificité des néolibéraux est de ne s'être pas contentés de ces jugements. À partir de leur critique du communisme et de leur rejet du marxisme, ils ont en effet développé un point de vue beaucoup plus radical. Leur intention a été de partir des problèmes que posaient les régimes communistes pour élaborer une analyse sans concession des démocraties occidentales et des tendances qui les animent. Pour eux, ces régimes autoritaires et totalitaires que tout le monde s'accorde à condamner ne sauraient être perçus comme des expériences exceptionnelles,
qui, en quelque sorte, ne nous concerneraient pas, ou ne nous concerneraient qu'en tant qu'objet d'étude ou sujet d'indignation convenu. Ces régimes nous sont beaucoup plus proches que nous le croyons. Pour les néolibéraux, ces régimes ont pour origine une idée banale et acceptée par beaucoup, la volonté de régulation et la défiance du marché en général, le communisme n'étant que la version extrême de cette défiance. La route de la servitude d'Hayek est le livre incontournable qui promeut cette vision. Il défend l'idée que les totalitarismes autoritaires, comme celui en Allemagne ou en Russie, ne sont pas arrivés par hasard, ni tout à coup, mais sont le résultat d'un processus lent et progressif qui peut mener à ce genre de régime n'importe où dans le monde. Selon Hayek, la racine du totalitarisme se trouverait au fond dans un rejet du libéralisme, et les totalitarismes ne sont pas simplement derrière nous, puisque les totalitaires, c'est-à-dire ceux qui rejettent le libéralisme, sont parmi nous, même chez les intellectuels. En fait, ce que les théoriciens du néolibéralisme essaient d'opérer à travers de tels discours, c'est un déplacement des clivages qui structurent l'espace politique et intellectuel. Ils tentent d'imposer, c'est d'ailleurs à cela que l'on reconnaît une théorie novatrice et originale, de nouveaux systèmes de classement, de nouveaux principes de vision et de division. Comme le montre Michel Foucault, les néolibéraux se sont employés à critiquer la pertinence de la distinction traditionnelle entre socialisme et capitalisme. Et c'est en cela que leurs jugements sont beaucoup plus radicaux qu'une simple critique du communisme, car il est question d'un changement de paradigme. Pour ces néolibéraux, le véritable clivage n'est pas tellement entre capitalisme et socialisme, mais entre libéralisme et antilibéralisme. D'un côté, il y a les défenseurs de l'individualisme et du marché libre décentralisé, de l'autre, tous ceux qui défendent à leur manière une éthique collectiviste, que ce soit les nazis, les communistes, les partisans de l'État-providence ou les réformistes socialistes. Évidemment, ce genre d'amalgame a rendu les arguments néolibéraux inaudibles à une bonne partie de la classe intellectuelle française et d'ailleurs. En particulier, car pour beaucoup, l'État-providence, les aides sociales ou l'assurance chômage centralisée sont considérés comme des progrès majeurs. Si on ajoute à ça l'affinité qu'ont pu avoir les penseurs néolibéraux avec les mouvements conservateurs, il en résulte nécessairement que la perception de leurs idées dans le champ intellectuel est celle d'une idéologie foncièrement réactionnaire. Mais comme le souligne Geoffroy de La Gannerie, la grande audace de Foucault, et qui explique l'incompréhension dont ses textes sur cette question sont plus que jamais victimes, est d'avoir rompu avec une telle perception, d'avoir fait voler en éclats la barrière symbolique érigée par la gauche intellectuelle, notamment celle qui se présente comme radicale, à l'encontre de la tradition néolibérale. Foucault s'est donné pour projet de lire les principaux théoriciens de ce courant, c'est-à-dire ceux qui ont donné à ce paradigme sa radicalité la plus forte, tels les économistes Friedrich Hayek, Milton Friedman ou Gary Becker. Il a voulu explorer cette représentation du monde, reconstituer la logique de son fonctionnement et les hypothèses implicites sur lesquelles elle repose. Mais est-ce que pour autant Foucault prenait pour argent comptant ce que disaient les thèses néolibérales? D'après La Gannerie, ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il s'agit plutôt de se servir de ces théories comme de tests, comme moyen de voir qu'il existe une autre forme de théorie critique des démocraties modernes. C'est une sorte d'expérience de dépaysement qui permet de voir différemment des concepts chers à la philosophie politique et à la théorie critique, comme celui de l'État, la démocratie, le marché, la liberté ou encore le droit, mais avec une vision radicalement différente de celle du champ intellectuel dominant. Autrement dit, analyser cette philosophie offre à Foucault une nouvelle fenêtre d'observation du monde, dont le but est de créer une réflexion autour de concepts novateurs qui sont à même d'interroger radicalement les catégories de pensée et de perception que les penseurs critiques ont en tête. Et pour Geoffroy de La Gannerie, ceux qui a priori et par dogmatisme refusent de s'intéresser à des concepts et des contenus qui s'écarteraient de leur propre tradition, se trompent et ignorent la logique même de l'attitude critique. Or, s'il fallait donner une définition de la gauche, ne serait-ce pas plutôt celle qui repose sur la volonté de toujours se repenser soi-même? S'il fallait caractériser le geste critique, ne faudrait-il pas invoquer l'intention de toujours réinterroger ce qu'être critique veut dire? La philosophie néolibérale devient en quelque sorte une force d'autocritique des théories critiques. Et cela ne veut pas dire pour autant qu'il faudrait s'arrêter là, car si elle est à prendre comme un point de départ d'une interrogation autocritique, il faut bien entendu l'interroger elle-même. C'est tout l'enjeu de ce cours, Naissance de la biopolitique, selon Geoffroy de La Gannerie. Le problème devient, quelles sont les conditions de l'élaboration d'une véritable remise en question de la gouvernementalité néolibérale? Car l'un des objectifs de Foucault, c'est de libérer la pensée des incantations, des énoncés en forme de slogans sempiternellement utilisés pour dénoncer les méfaits du néolibéralisme,
mais qui servait déjà pour disqualifier le libéralisme classique et même le capitalisme. Selon Foucault, il existe en effet un ensemble de matrices analytiques qui sont itérativement reconduites depuis 200 ans, 100 ans, 10 ans. Elles accusent le capitalisme, le libéralisme et donc aujourd'hui le néolibéralisme de faire émerger une société de masse, une société de consommation, une société du spectacle ou bien encore une société de l'atomisation, de l'uniformisation ou de la massification. Foucault s'amuse dans son cours de ces auteurs qui reconduisent itérativement ce même type de critique, qui parlent ce discours anonyme, ou mieux, qui sont parlés par lui. Selon lui, ces lieux communs d'une pensée dont on ne sait pas très bien quelles sont l'articulation et l'ossature, circulent depuis au moins le début du XXe siècle. Ces affirmations que le capitalisme engendrerait l'émergence d'un monde utilitariste et individualiste, atomisé et d'uniformisation, de consommation de masse et qui se paupérise, constituent la fenêtre d'observation commune, unique et dominante du champ intellectuel de gauche, et même d'une certaine partie de la droite. Et cette situation n'a pas vraiment changé depuis au moins 100 ans, en plus d'être toujours d'actualité aujourd'hui. Et si ces analyses ne produisent aucun effet, c'est d'après Foucault car elles ne sont critiques qu'en apparence, principalement parce qu'elles négligent la singularité du néolibéralisme. Ces discours traditionnels assimilent, comme si tout cela était la même chose, le néolibéralisme au libéralisme classique, le libéralisme classique au capitalisme, le capitalisme à la domination de la bourgeoisie, etc. Ils fabriquent un grand récit unifiant, homogène, dans lequel il n'y a jamais de place pour de la nouveauté. Ils laminent le présent dans une forme reconnue par le passé, et considèrent ce présent comme une simple répétition de ce passé. Ils transposent des matrices historiques anciennes à la situation actuelle, faisant comme si ce qui était alors, c'est ce qui est maintenant. Par conséquent, ils se condamnent nécessairement à rater leur cible. Ils masquent la réalité présente plutôt qu'ils ne donnent des outils pour la comprendre, et donc la mettre en question. D'après Lagannerie, si Foucault proposait d'explorer la singularité néolibérale, c'est car ce serait la seule manière d'aboutir à sa contestation, tout en échappant à la nostalgie et en arrêtant de s'opposer constamment à ce qu'il a défait. Car tout projet critique peut vite ressembler à un projet passéiste, voire réactionnaire, s'il ne s'attache pas à vouloir dépasser ce qui est, et ne cherche qu'à le défaire. Pour concevoir une interrogation critique du néolibéralisme, il faut d'abord pouvoir présenter ses avancées et valoriser ce qu'il a cherché à faire ou à défaire lui-même. Il faut dégager les nouveautés positives de cette philosophie, pour pouvoir les dépasser. Il ne faut pas regretter ce qui s'élabore à travers le néolibéralisme, mais à l'inverse, partir de ce qu'il est, afin de se demander ce qu'il nous impose de reconsidérer. D'une certaine façon, il faut reproduire la démarche de Marx. Les sociodémocrates, qui étaient contemporains à Marx, considéraient la bourgeoisie comme faisant partie d'une grande classe réactionnaire, qui serait aussi constituée des classes moyennes et des seigneurs féodaux d'antan, à laquelle devraient s'opposer les ouvriers. Et pour Marx, ce diagnostic était absurde, car il refusait de voir le caractère positif du capitalisme. La classe bourgeoise a transformé les rapports économiques et sociaux, institué de nouvelles législations et émancipé les individus des appartenances traditionnelles. Autrement dit, c'était une classe authentiquement révolutionnaire. Et nier la positivité qu'a apporté le capitalisme, c'est être condamné, comme l'étaient les sociodémocrates contemporains de Marx, à confondre révolution et réaction. Pour mieux les critiquer, il fallait aborder la bourgeoisie et le capitalisme comme des phénomènes révolutionnaires dont il était nécessaire de démontrer leur production en termes de droits, de liberté ou d'émancipation, mais aussi ce qu'ils ont imposé et là où ils ont échoué. Et c'est pour ça que de la même manière, pour Lagannerie, la révolution communiste, telle que l'envisageait Marx, ne se définit pas en réaction à la révolution bourgeoise. D'une certaine façon, elle s'inscrit dans son héritage et s'efforce même de la radicaliser, c'est-à-dire de partir de ce qu'elle a inventé pour le réactiver, le régénérer, et donc le transformer totalement. Et Foucault s'efforce de faire la même chose avec le néolibéralisme. C'est toute sa démarche dans l'essence de la biopolitique. Pour critiquer correctement le néolibéralisme, il faut reconnaître et comprendre son caractère révolutionnaire et prendre en compte ses nouveaux concepts et représentations. Le néolibéralisme construit de nouvelles perceptions de l'État, du marché, de la propriété de soi ou de son corps. Il fait émerger de nouvelles exigences démocratiques, sociales ou culturelles, de nouveaux rapports à la violence, à la morale, à la diversité. Il met en question la légitimité de nombre de cadres traditionnels de régulation et de contrôle. Se placer au contact de ce que cette tradition renouvelle, c'est ainsi se donner les moyens de dégager dans le même temps, et dans un même mouvement, les promesses d'émancipation qu'incarne le néolibéralisme et les raisons pour lesquelles il ne tient pas de telles promesses.
Cela afin d'aller chercher dans les contradictions internes qui le traversent et le minent, les points d'appui d'une action visant à le transformer, tout en retenant et en reprenant les exigences les plus valables et les plus légitimes. Ce qui se situe à l'opposé des discours qui, en se focalisant sur les dangers que comporterait l'avènement de cette nouvelle situation, finissent par ne plus offrir comme horizon envisageable que le retour au passé. Je vous ai résumé la partie introductive du livre de Geoffroy de La Gannerie. Le reste du livre s'intéresse à montrer le caractère émancipateur des notions, concepts et modèles d'analyse de la philosophie néolibérale. Je vous en conseille donc la lecture. Mais ai-je répondu aux questions du début de cette vidéo? Est-ce que La Gannerie serait de droite parce qu'il ose parler positivement du néolibéralisme, ou parce qu'il ose dire qu'un penseur comme Hayek est considéré à tort comme de droite? La réponse est non. Est-ce que ça le rend confus? Je ne crois pas non plus. Il y a certes d'un côté le militant, Geoffroy de La Gannerie, qui veut se révolter face au crime du capitalisme, comme le souligne son interview chez Blast, mais aussi l'intellectuel, qui sait reconnaître au néolibéralisme son caractère éminemment émancipateur, mais qui pour lui n'irait pas assez loin. Mais au final, si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que la plus grande question, c'est pourquoi quelqu'un qui serait proche de penseurs libéraux et néolibéraux fait une vidéo sur comment mieux critiquer le néolibéralisme. C'est parce que, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et si vous voulez faire mouche, surtout auprès de ceux qui sont des amis de la société ouverte, on ne peut dépasser que ce que l'on comprend, et les néolibéraux auront aussi besoin de toutes les autres philosophies politiques pour avancer. C'était PH, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.